Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la première critique Marvel de cette année. Et oui, le premier film est sorti et il s'agit de Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania. Donc du coup, c'est parti pour ma critique. Mettez votre tenue, c'est quand même mieux pour rétrécir ou grandir, parce que c'est parti. On commence par le synopsis officiel du film. Après les événements liés à l'affrontement avec Thanos, Scott Lang et Hope Pym sont devenus célèbres dans le monde pour leur acte de bravoure. Alors que Hope a repris l'entreprise familiale, Scott profite de sa nouvelle notoriété en tant qu'Avenger, au point de négliger sa fille Casey. A la suite d'un incident avec un appareil quantique, Ant-Man, la Guêpe, Hank Pym, Janet Van Dyne et Cassie sont happés dans le royaume quantique et vont ainsi découvrir l'étendue de cette mystérieuse dimension. Ils vont aussi devoir faire face à l'un des plus dangereux individus du multivers, Kang le Conquérant, ainsi qu'à MODOK, un étrange personnage dont l'identité n'est pas totalement inconnue aux yeux de Scott, Hope et Hank. Personnage du film, on retrouve Scott Lang alias Ant-Man, un Avenger et ancien petit criminel avec un costume qui lui permet de rétrécir ou de grossir tout en augmentant sa force en force. Après l'événement d'Avengers Endgame, Lang est devenu une célébrité bien connue du public, ainsi que l'auteur du livre autobiographique intitulé Knockout in the Little Time, qui raconte une version différente de sa façon dont il a aidé à sauver l'univers de Thanos dans Endgame. On retrouve ensuite Hope Van Dyne alias The Wasp, la Guêpe, la fille de Hank Pym et Janet Van Dyne, à qui sa mère a transmis un costume similaire et le costume de la Guêpe. Elle est à la tête de la fondation Pym Van Dyne, qui utilise des particules Pym pour des efforts humanitaires. Lily a déclaré que le film explorerait comment le personnage gère ses fragilités et ses vulnérabilités, en poursuivant sur la façon dont Ant-Man et la Guêpe a montré à quel point elle était puissante et capable de gérer des grosses situations genre Avengers. On retrouve ensuite Kang le Conquérant, qui est un adversaire multiversel voyageant dans le temps, piégé dans le royaume quantique, qui a besoin de particules Pym pour mettre son vaisseau en marche, et d'un appareil qui lui permettrait d'aller n'importe où et quand dans le temps. Kang est une variante temporelle alternative du personnage de celui qui demeure le créateur de la Time Variance Authority, donc la TVA, qui a été introduite dans le final de la première saison de Loki. Kang a été écrit par l'écrivain en chef de la saison 1 de Loki, comme le prochain grand méchant de film croisé. Donc pour le MCU, tandis que l'écrivain de Quantum Mania a décrit Kang comme un méchant de premier plan des Avengers. Les personnages... l'acteur a déclaré que Kang est différent de celui qui demeure, qui n'est pas dans Quantum Mania, avec une psychologie décalée, dépeignant Kang différemment de celui qui demeure, en raison de différents personnages qui l'entourent de la transition d'une série à un film. Il était attiré par le caractère des dimensions de Kang et le potentiel qui lui était présenté en tant qu'acteur, notant que Kang serait un type de méchant pour le MCU, Killmonger et Thanos, ainsi que la possibilité d'incarner un méchant complexe dont chacun doit faire attention à l'image qu'il montre dans le MCU. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai pour Kang. On retrouve ensuite Cassie Lang, alias Stature, la fille de 18 ans de Scott Lang qui acquiert un costume similaire à celui de son père. Elle est scientifique en Pym et s'intéresse aux anciennes notes de Pym et en apprend plus sur la science et la technologie du royaume quantique. Ils ont dit qu'ils voulaient développer la relation entre Cassie et Scott dans ce film. Et donc du coup on continue. On a ensuite Michelle Pfeiffer qui joue. On retrouve ensuite Janet Van Dyne qui a pour rôle c'est la femme de Pym, la mère de Hope et la Guêpe originale qui a été perdue dans le royaume quantique pendant 30 ans. On a ensuite le fameux Darren Cross alias MODOK, le meilleur Avengers. C'est faux, vous le savez, je le sais, tu le sais, nous le savons. L'ancien protégé de Pym qui a été réduit à une taille subatomique dans le royaume quantique lors des événements d'Ant-Man et est devenu un individu muté et cybernétiquement amélioré avec une tête surdimensionnée connu sous le nom de MODOK. Donc c'est vraiment un personnage bizarre, mais bon. Et pour finir, nous avons Hank Pym, l'ancien Ant-Man, un ancien agent du SHIELD, entomologiste et physicien qui est devenu l'Ant-Man original après avoir créé le costume. Dans le film, Pym a été écrit comme pour être plus détendu que lors des apparitions précédentes du MCU, car elle est plus concentrée sur la redécouverte de Janet que sur son travail. Donc du coup,
voilà, c'est tout ce qu'on a pour les personnages. Même si ça est décrit de façon bizarre parce que je reprends les déclarations américaines, donc je dois traduire en même temps, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est tout pour les personnages. Le résumé du film est le suivant. Un an après la guerre contre Thanos, Scott Lang et Hope Van Dyne sont devenus célèbres dans le monde entier grâce à leur technologie quantique qui a permis aux Avengers de voyager dans le temps et de sauver le monde. Scott profite de sa notoriété grâce à son autobiographie Log Out for the Little Guy, tandis que Hope a repris l'entreprise de son père, Hank Pym, pour la transformer en une fondation qui utilise les particules Pym à des fins humanitaires. Cassie, la fille de Scott, désormais âgée de 17 ans, commet quelques petits délits en utilisant son nouveau costume, Pym, ce qui lui vaut parfois de la détention. Après un repas de famille, Cassie et Hank décident de leur révéler un projet sur lequel ils travaillent depuis longtemps, une sorte de télescope Hubble destiné au royaume quantique. L'appareil permet une cartographie complète de la dimension et fonctionne comme un talkie-walkie. Janet Van Dyne est effrayée par le fait d'envoyer un message dans la dimension subatomique et éteint rapidement la machine de Cassie. Malheureusement, le signal est capté et toute la famille est brutalement happée dans le royaume quantique. Scott et Cassie sont alors séparés de Hope, Janet et Hank. Le duo est capturé par des autochtones, tandis que le trio se rend dans la cité d'Axia pour aller à la rencontre de l'ancien acolyte et amant de Janet, Lord Krillin. Scott et Cassie font la rencontre de Jentora et Quaz, le leader d'un groupe rebelle qui souhaite renverser le Conquérant, un mystérieux individu qui exerce un pouvoir tyrannique dans le royaume quantique. La famille Pym apprennent que Janet était une combattante très reconnue dans le royaume quantique, aux côtés de Krillin. Ce dernier, qui collabore désormais avec l'ennemi, ordonne l'arrestation de la famille et ils réussissent à s'échapper en volant la nef de Krillin pour aller secourir Scott et Cassie. Ces derniers sont attaqués par l'armée du Conquérant et son bras droit cyborg MODOK, acronyme de méca-organisme dont le seul objectif est le carnage, qui se révèle être en fait Darren Cross, qui après sa défaite contre Scott a été réduit à l'échelle subatomique et modifié physiquement. Le duo est capturé et emprisonné dans la forteresse du Conquérant. Dans la forteresse, MODOK révèle à Cassie qu'il a traqué son signal pour le mener dans cette dimension. Janet finit par révéler à Hank et Hope son secret. Elle n'était pas la seule personne piégée dans le royaume quantique. Elle a rencontré un scientifique et un voyageur qui s'était écrasé après avoir été dévié de sa trajectoire originelle. Il naviguait à bord d'un vaisseau capable de voyager à travers le multivers. Malheureusement, la source d'énergie du vaisseau, une sorte de cœur multiversal, était gravement endommagée. Lui et Janet se sont alors alliés pour le réparer afin de pouvoir rentrer chez eux. Après avoir réparé le cœur, Janet, en touchant le vaisseau du scientifique, ce dernier étant mentalement connecté à celui-ci, a eu accès à son esprit. Elle l'a vu détruire des mondes et annuler des flux temporels. Janet a alors vu qui il était en réalité. Un conquérant qui se faisait appeler Kang. Elle a aussi découvert qu'il ne s'était pas retrouvé dans cette dimension par accident. Son vaisseau avait été saboté afin de l'exiler dans le royaume quantique, un lieu hors de l'espace et du temps, la seule dimension dont il ne s'échapperait pas. Comprenant le danger que représentait Kang, Janet a ensuite volé le cœur et l'a fusionné avec des particules Pym, ce qui l'a fait exploser, laissant Kang encore plus isolé. Et maintenant que Kang avait son armure, il avait retrouvé le pouvoir nécessaire pour redevenir ce qu'il avait toujours été, un conquérant, avec des armes et une technologie qui dépassaient de plusieurs siècles tout ce qu'ils peuvent concevoir. Il s'est emparé de sa prison et en a fait son empire. Son seul but est de récupérer le cœur, qui ne peut être réparé que par des particules Pym. La famille décide de se rendre immédiatement dans l'ancien bastion de Janet. Pendant ce temps, Scott et Cassie font la rencontre de Kang. Il leur révèle pourquoi il veut à tout prix quitter cette dimension. Il ne vit pas selon une continuité temporelle et c'est donc comment tout finira. Il cherche à empêcher ceux qui préparent tous ces variants qui, selon lui, seraient une menace pour tout le monde. Ce sont ces variants qui l'ont exilé. Kang conclut donc un accord avec Scott, récupérer et rétrécir le cœur en échange du temps qu'il a perdu avec Cassie. Scott refuse dans un premier temps, mais il finit par accepter après que Kang l'ait torturé et a menacé de tuer Cassie sous ses yeux s'il ne coopérait pas. Scott se rétrécit et plonge dans le cœur, puis se retrouve coincé dans une tempête d'hypothèses. Chaque choix que Scott fait aboutit à l'apparition d'un doppelganger, je sais pas comment on dit. Malgré l'entraide avec ses doubles, Scott n'arrive pas à rétrécir le cœur, il est sauvé in extremis par Hope. Arrivé à temps, A2 parvient à récupérer le cœur, la famille est désormais réunie, confronte Kang, ce dernier brise alors son accord qu'il avait avec Scott, il récupère de force le cœur et capture Janet. Conduite devant le vaisseau de Kang, ce dernier explique à Janet que le temps est détraqué à cause de ses variants. Selon lui, ces variants se sont comportés comme des enfants en jouant avec le temps
à travers le multivers, mais lui a vu le chaos qu'ils ont engendré se répandre à travers la réalité. Il y a eu des univers qui se sont percutés et aussi des incursions temporelles sans fin. Il a vu que le multivers était à l'agonie. Il a donc décidé de prendre les choses en main. Janet en déduit qu'il veut seulement détruire tous les univers qui représentent une menace pour lui et qu'il veut se venger de ses variants. Pendant ce temps, Cassie parvient à s'enfuir. Scott et Hope se rendent compte que Hank est parvenu à retrouver sa colonie de fourmis qui avait été également entraînée dans le royaume quantique, et Hank leur explique que ce sont elles qui ont retrouvé sa trace et qu'elles avaient traversé une sorte de dilatation temporelle, elles vécurent l'équivalent de milliers d'années en 24 heures, avec les progrès technologiques et scientifiques qui vont avec, jusqu'à atteindre un niveau de développement inimaginable. Au même moment, Cassie réussit à libérer John Tora. Par message holographique, Kang explique à son armée et aux habitants du royaume quantique que c'est depuis sa forteresse qu'il prendra sa revanche sur ceux qui l'ont banni, et que lui et son armée partent à la conquête de l'éternité. Et alors qu'il mentionne la dynastie de Kang, son message est soudain interrompu par Cassie, qui tente de convaincre les rebelles de venir les aider à renverser le conquérant. Ce dernier ordonne à MODOK de la tuer. Cette dernière et John Tora libèrent d'autres rebelles, mais c'est alors que Cassie est pourchassée par MODOK. Kang lance la séquence de lancement et Scott arrive avec une taille gigantesque. Il commence à détruire la forteresse, mais il est vite dépassé par le nombre de vaisseaux contre lui et Hope. Ils sont alors aidés par l'arrivée de rebelles qui ont tous répondu présent à l'appel de Cassie. Cette dernière devient également gigantesque et met MODOK à terre et lui suggère de changer. Scott parvient à empêcher le lancement de la forteresse de Kang, décide d'intervenir en personne et élimine de nombreux rebelles et battent donc en retraite. Scott et Hope et Cassie se lancent dans un combat contre Kang, mais ils repoussent aisément leurs attaques. C'est alors que Hank arrive avec une immense armée de fourmis. MODOK arrive à son tour et se retourne contre Kang. Il brise le bouclier énergétique de Kang et ce dernier utilise aussitôt une attaqué et emporté par les fourmis. Et ce dernier est aussitôt attaqué et emporté par les fourmis, je voulais dire. MODOK meurt de ses blessures. Janet prend le contrôle du tableau de bord de la forteresse et utilise le cœur pour créer un portail menant vers la Terre. Toute la famille se retourne sur Terre tandis que Scott est retenu par Kang, qui engage un combat violent contre Scott. Ce dernier étant très affaibli, utilise ses dernières particules fines pour endommager le cœur. Hope, revenu pour sauver Scott, réussit à exploser Kang au cœur. Il est alors brutalement aspiré par celui-ci et explose, le tuant sur le coup. Cassie réussit à rouvrir un portail vers le royaume quantique et sauve son père. Plus tard, alors que Scott retrouve sa vie quotidienne, il se demande s'ils avaient vraiment vaincu Kang et repense à l'avertissement de ce dernier sur ce qui allait se passer s'il ne quittait pas le royaume quantique. Ne voulant plus penser à cela, il organise avec Hope, Janet et Hank une fête pour tous les anniversaires de Cassie qu'il a manqué. Pour la scène intergénérique, dans un lieu où se trouve une arène avec d'immenses statues, deux variants de Kang, le pharaon Ramatu et Scarlet Centurion, apprennent la mort de Kang. Soudain, un autre de leurs variants se présente à eux. Il s'agit d'Immortus. Ce dernier leur révèle que Kang n'a pas été tué par l'un de leurs variants. Immortus s'inquiète du fait que d'autres personnes commencent à toucher au multivers, car cela pourrait détruire tout ce que lui et ses variants ont construit, la dynastie de Kang. Immortus, Ramatut et Scarlet Centurion observent le multivers. Immortus convient qu'il est temps pour eux d'agir avant que la situation ne leur échappe. Il a donc convoqué tout le conseil des Kang pour décider des mesures à prendre. Dans les gradins de l'arène, une multitude de variants de Kang déchaînés observe l'arrivée d'Immortus, de Ramatut et de Scarlet Centurion. Pour la scène post-générique, c'est dans les années 1920, sur une petite scène de théâtre, Victor Timely, un variant de Kang, prononce un discours sur le temps devant un public captivé. Le temps définit nos vies, mais que se passera-t-il si nous pouvions nous en affranchir? À côté de lui, on distingue un prototype du cœur multiversel. Dans l'assistance, Loki murmure à l'agent du TVA Mobius. C'est lui. Mobius est trouvé car il est loin de trouver cet homme effrayant. D'un ton très grave, Loki répond, il l'est. Voilà. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Ant-Man and the Wasp Quantumania? Et c'était très sympathique contrairement à l'avis général de la presse sur le film, ou bien des gens en général. Peut-être que les gens avaient trop d'attentes sur le film, moi-même j'avais des grosses attentes, mais le film s'est montré à la hauteur de mes attentes en me surprenant. Pour commencer, le niveau effets spéciaux c'était assez bien. Bon par contre si on compare avec Avatar c'est horrible. Ah c'est horrible. Mais s'il était de bonne qualité et donnait une imagerie intéressante, le scénario arrive à créer la surprise tout au long du film, même si des fois le film peut sembler long.
Il prend le temps de bien présenter les choses avec beaucoup de dialogue. Petit bémol sur la non-présence de certains personnages des 2 premiers Ant-Man, comme Louis et son équipe de cambrioleurs bracassés. Bon, niveau pour personnage, on va faire du cas par cas, en commençant par Hank Pym qui était très sympa mais en retrait dans le film. Il a une importance très intéressante dans l'intrigue, pourtant. Nous avons ensuite Janet Van Dyne, c'est le personnage qui est limite au centre de l'histoire. Son histoire est au sein du royaume quantique, est très intéressante à découvrir, mais aussi, là encore, pleine de rebondissements. Cassie Lang, elle est vraiment intéressante tout au long de son évolution au cours du film. On voit qu'elle est comme son père, mais on voit que son rôle sera essentiel dans les films à venir. La guêpe, son nom est dans le titre, mais on voit qu'elle est en retrait tout au long du film. Mais après, dans le combat final, elle a un rôle très important et intéressant. Et je trouvais que c'était une scène de combat assez classe, des scènes de combat assez classe. Pour Ant-Man, il y a une nuance avec ses dernières apparitions dans la MCU. Dans ce film, il a clairement l'envie de fuir ses responsabilités de héros pour privilégier sa vie de star, qui est pour lui très confortable. Mais d'ailleurs, concernant le personnage de Ant-Man et de Scott Lang, là où dans les films il était très joyeux, là on voit qu'il a été, je dirais, un peu traumatisé par les événements de Avengers Endgame, où il a compris que être un super-héros c'est pas de la blague, c'est très sérieux. Et on le comprend encore plus dans ce film. Et donc du coup, le gros point fort de ce film, c'est bien évidemment Kang, qui est montré comme le digne successeur de Thanos, par rapport à sa psychologie, ses motivations et ses façons de procéder pour ses plans très intéressants et assez bien trouvés. Ça se voit que ça va être un personnage beaucoup plus nuancé que Thanos, là où Thanos faisait entre guillemets le bien, mais il faisait le mal pour de bonnes choses, on va dire. Là, il fait le mal parce que c'est un méchant pas très gentil en fait, tout, voilà. Enfin, je parle de Kang. Le petit point négatif niveau personnage, c'est MODOK, qui est tout simplement horrible. Ah, c'est horrible, il est moche, Marvel nous a habitués à bien mieux, et je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Visuellement, après, en termes d'écriture, c'est du vu et revu, le méchant blessé par le héros qui veut se venger du héros. En conclusion, Ant-Man et la guêpe Quantumania n'est pas la catastrophe annoncée par les médias, mais un chouette divertissement. Voilà. Pour mes classements donc du coup là pour l'instant, il est dans mon classement de film de 2022, il est, une seconde de temps que j'ouvre ma liste, sur, je sais plus le nom de l'appli mais il est très bien, il est numéro 2 sur 4, bon j'aurais vu que 4 films mais en fin mars 2023, ça va pas du tout, faut que je vois tout de suite. Et sinon, niveau Marvel, il est combien? Il est actuellement sur 40, numéro 25, c'est pas mal. Bon, après, je dirais qu'il est quand même 24 sur 41, enfin non, 26 sur 41, parce qu'il y a What If que j'ai pas pu mettre dans mon classement Marvel sur Letterboxd, et voilà. Bon, mais on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page sur Info Disney, ou bien une nouvelle critique, et donc du coup, on se dit bye bye.